Bonjour tout le monde, bienvenue. Moi, c'est Naja. Je travaille à CDPC pour la conférence Stimulus. Donc, c'est très excitant aujourd'hui. Ça va être notre premier webinaire en français exclusivement. Si vous ne comprenez pas ce que je dis et que vous voulez l'interprétation en anglais, vous pouvez regarder en bas de votre écran dans la barre Zoom, cliquez le bouton Interprétation, puis nos interprètes de Coop Largo vont s'occuper de faire l'interprétation simultanée en anglais. Premièrement, je voudrais remercier Julie Soleil et Alexandra de Caput pour m'avoir guidé dans l'organisation de cet événement. C'est notre premier webinaire en français exclusivement et qui a un focus particulier sur le Québec. Donc, aujourd'hui, on va un peu faire un survol de différentes perspectives du monde de la réduction des méfaits au Québec. Je voudrais aussi remercier les personnes qui nous rejoignent de l'international. On dirait qu'à date, on a un organisme du Liban et un organisme du Mexique qui assistent à ce webinaire. Donc, c'est très excitant. Je voudrais aussi vous inviter la semaine prochaine à notre webinaire. Ça va être sur une boîte à outils sur des toilettes plus sécuritaires dans un contexte d'utilisation de drogue et de réduction des méfaits. Donc, ça va être le jeudi 8 décembre. Vous pouvez aller sur notre site web pour vous inscrire dès maintenant. Et ensuite de ça, ici à Stimulus, on a commencé notre compte à rebours de 1 an pour notre conférence qui va se tenir du 5 au 7 octobre 2023 à Ottawa. C'est notre première conférence depuis 2018 et on travaille fort dessus avec notre équipe pour rendre cet événement un euh, des plus grands rassemblements au Canada en termes de réduction des méfaits et politique de drogue. Et puis, bien sûr, si vous voulez apprendre comment nous soutenir euh, à l'organisation de cette conférence, au financement de cette conférence, ou si vous voulez nous offrir du soutien d'une autre manière, vous pouvez visiter notre site web et nous écrire un email. Sinon, on va laisser les courriels de moi et mes collègues dans le chat sous peu. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Frankie B, qui va être notre modérateur aujourd'hui. Et je vous invite aussi, si vous avez des questions pendant ce webinaire, à ne pas les écrire dans le chat, mais à les écrire dans la boîte Q&A, questions-réponses, qui est aussi en bas de votre écran Zoom. Ce serait vraiment apprécié. Donc, merci tout le monde et bon webinaire. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par m'excuser. J'ai un petit rhume, donc je vais être un petit peu difficile à comprendre. Je vais essayer de m'exprimer le plus euh, clairement et le plus lentement possible pour aider les interprètes. Donc, mon nom est Frankie B. J'utilise les pronoms il et yel. Je suis un adopté transnational haïtien de 26 ans. Je travaille présentement en tant que coordonnateur du soutien et de la sensibilisation en matière de chemsex dans l'organisme ACCM, qui est le seul organisme anglophone au Québec qui aide les gens qui vivent avec le VIH. Et donc, aujourd'hui, avant de commencer, nous allons avoir une reconnaissance territoriale. Donc, je vais expliquer un peu ce qu'est la reconnaissance territoriale. Donc, la reconnaissance territoriale est une déclaration formelle qui reconnaît les relations uniques et persistantes qui existent entre la nation autochtone et leurs territoires ancestraux traditionnels. Reconnaître le territoire, c'est une expression de gratitude et d'appréciation et d'honneur des personnes autochtones qui habitent et qui travaillent sur les terres depuis des temps immémoriaux.
Il est important de comprendre l'histoire qui nous a menés à vivre sur ces terres et de comprendre notre place sur celle-ci. La reconnaissance territoriale n'existe pas dans un passé. Le colonialisme est un processus présent et en cours et nous devons y construire une pleine conscience de notre participation présente. Et donc, le Stimulus Connect se déroule pour moi sur le territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka Mohawk. L'île appelée Montréal est connue sous le nom de Tiohtià:ke dans le langage des Kanien'kehá:ka et a toujours été un lien de rencontre pour d'autres nations autochtones, y compris les peuples algonquins. En tant que membre d'organisations centrées sur la justice sociale et environnementale, nous pensons qu'il est crucial de connaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Nous encourageons tout le monde à apprendre davantage sur l'histoire de leur territoire et à soutenir la résistance autochtone ici et sur l'ensemble de l'île de la Tortue. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Anaïs qui va nous parler un peu de la réduction des méfaits pour les travailleurs, travailleuses du sexe sous une optique une personne trans. Anaïs, on t'écoute. Merci. Merci à Frankie. Bon, je m'appelle Anaïs Zeledon Montenegro. Bonjour à tous, à toutes. Mes prénoms, c'est she, elle, her. Nous sommes là avec la coopération de Stimulus pour la conférence d'aujourd'hui. Je tiens à remercier Naya pour cet événement d'après-midi. Et je suis là pour vous parler de l'histoire de Cactus, l'organisme dans lequel Aztec, c'est un projet pour et par les personnes trans. Alors, je vais vous donner un peu l'historique de c'est quoi la mission de Cactus pour mieux saisir la mission d'Aztec également qui est liée à notre maison maîtresse. Donc, Cactus vise à prévenir la transmission du VIH et d'autres maladies transmises sexuellement chez les usagers et les usagères des drogues par injection. L'organisme adhère à un modèle de la réduction des méfaits dans son travail, en comprenant que la prévention du VIH doit se situer dans un contexte social qui favorise la promotion de la santé et l'autonomie des gens. Notre programme principal, c'est la prévention, comme je viens de le dire, pour les personnes chez les UDI, utilisateurs de drogues par injection, et la distribution également des seringues et des condoms, le nettoyage des lieux d'injection qu'on réalise. Bon, pendant la pandémie, on n'a pas pu. Cette année, on se réincorpore à ce genre d'activité pour la ramasse d'injections dans l'île de Montréal. Et surtout, nous sommes là pour promouvoir la santé de ma population cible. Donc, je me présente, je suis l'intervenante des milieux d'Aztec depuis 2019. Et tout d'abord, je tiens à parler un peu de la fondation d'Aztec qui officiellement a eu lieu en 1998, mais cependant, Cactus qui travaillait depuis sa fondation, qui se trouvait l'organisme situé à l'époque sur la rue Saint-Dominique en 1989, quand Cactus a ouvert ses portes dû à la pandémie du VIH.
On a commencé l'organisme à travailler avec des personnes trans qui étaient aussi affectées par la pandémie, touchées très fortement. Et c'est seulement, excusez-moi, en 1992 qu'on embauche une personne pour travailler auprès des personnes trans à Cactus. Et tranquillement, depuis 1992 jusqu'à la fondation officielle de 1998, Viviane Namaste a pris la parole. C'était la porte-parole pour nous. Moi, personnellement, je commence ma transition dans ces années-là et je commence pour être une des premières membres parmi, excusez-moi, les membres d'Aztec de cette époque-là, comme travailleuse de sexe que j'étais à l'époque. Donc, j'ai fait un lien de ce moment-là à aujourd'hui. Au début de la fondation d'Aztec, c'était géographiquement, se limiter à Montréal seulement et on a attendu jusqu'à plus tard, dans les années 2000, 2010 et suivant, à se répandre un peu, à donner des services à la population qui était un peu partout dans la province. Dû la manque de services, Aztec a été très achalandé par rapport au tout début de comment on pouvait venir en aide aux personnes trans et personnes consommateurs de drogue à l'extérieur de Montréal, évidemment. Nos objectifs, c'était ça, de pouvoir donner service aux gens à travers la province, mais c'est seulement les derniers temps qu'on a commencé avec mon travail et le travail de mon équipe, avec les années, il est plus nombreux. On est à peu près 5 personnes, plus la coordinatrice à Aztec. Comme je disais tantôt, moi, je suis l'intervenante des milieux. Donc, pour moi, mes objectifs, c'est mes partenariats avec les spécialistes de la santé, la direction de l'état civil, clinique d'identité, surtout celle-là, la clinique d'identité sexuelle, et des autres organismes communautaires comme on les voit ici aujourd'hui pour la population ciblée. Donc, l'objectif le plus important qu'Aztec tenait à combler, c'était la santé, l'accès au réseau de la santé de nous par rapport à la nouveauté de la réduction des méfaits. Donc, je vais vous parler un peu de l'historique de ces années-là. Comme je viens de dire, Cactus a ouvert ses portes en 1989. Tranquillement, la population dans laquelle Aztec, comme projet d'Aztec, se développe. C'est au début des années 90, tranquillement, Viviane commence à fréquenter les bars de l'époque, les rues, parce qu'on avait la rue, surtout la rue Ontario, qui comprenait le travail de sexe, qui va jusqu'à Hochelaga, mais à l'époque, la concentration des personnes trans s'est étendue de la rue à Tatequén jusqu'à la rue de Lorimier, à peu près. Donc, comme vous pouvez voir, c'était seulement Viviane qui faisait cette boulot-là. Tranquillement, en 98, qu'on commence à se fréquenter une fois par semaine.
on commence à avoir plus des enjeux qui nous touchaient de près à pouvoir développer plus de services pour la communauté seulement qu'à partir de 98. Donc, pendant les années 2000, si on veut, c'est là la forte, particulièrement la forte, excusez-moi, présence d'Aztèques. Et moi, j'avais été engagé à l'époque en 2000 pour faire le travail de rue. Donc, on allait, comme je disais, dans les bars, parler aux filles pour avoir un peu de leur, issues de vie quotidienne vis-à-vis à l'époque. On s'entend bien qu'on n'avait pas, moi j'étais inclus dans cette problématique que nous avions à l'époque. On ne pouvait pas changer quand on n'était pas citoyenneté canadienne, on ne pouvait pas changer nos prénoms de naissance, notre prénom. Donc, ça a été une lutte que les personnes en charge, les coordinatrices, coordinateurs, ont amené au fil des années pour pouvoir faire en profiter aux personnes résidentes avec la résidence permanente. Et c'est que seulement c'est en 2021 que les personnes en demandeurs d'asile pouvaient s'en bénéficier de cette loi qui l'état civil a permis à partir de 2013, mais qui permettait seulement les personnes citoyenneté canadiennes. Et puis au début, il y avait aussi les critères d'avoir suivi la vaginoplastie ou la phalloplastie pour nos membres. Et tranquillement, ils sont, les gouvernements, avec la pression et l'effort qu'Aztec parmi d'autres organismes comme l'ATQ qui travaille aussi de près auprès des personnes trans, on a eu à faire changer la politique de changement non pour les personnes non avec des résidences permanentes et pour les personnes demandeurs d'asile politique. Donc, avec ça, en 2019, Aztec a pris l'ampleur pour accompagner les personnes trans, migrantes, surtout parce que avec les années, la population, on le voit aujourd'hui, a grandi et elles comprennent toutes sortes de cultures qui s'adhèrent à notre service. Donc, moi, je suis de près les personnes migrantes pour les accompagner dans tous les processus pour s'installer au Québec et si on veut, les pépins qu'ils puissent avoir au fur et à mesure que leur établissement dans la province se réalise, le développement des personnes, surtout, comme je disais, je travaille de très près, ou nous travaillons à Aztec avec les cliniques qui travaillent pour la thérapie hormonale pour les personnes. Donc, la liste est longue, de plus en plus depuis quelques années. Et avec la pandémie, il a fallu s'incorporer à différentes façons de travailler avec des 3 cliniques qu'on est très liés avec pour les services et pour la compréhension de notre population. Donc,
l'état civil, comme je dis, aujourd'hui, mes collègues et moi, on se partage la tâche. Moi, par rapport aux accompagnements, je suis là en tout temps pour les gens qui veulent être accompagnés par nous. Et sinon, on a la tâche d'état civil pour les gens qui veulent changer leur papier d'identité, leur changement de nom, la, la rubrique pour l'immigration, tout ce que c'est concernant aux avocats, problèmes avec la cour, problèmes avec les palais de justice. Et évidemment, ce n'est pas seulement pour les personnes migrantes, c'est pour toute la population dans tout le pays, dans toute la province. Et puis, pour revenir un peu à comment ça s'est passé, bon, on a bien compris que Aztec, c'était à toute son initiation à cause de la manque qu'il y avait de services pour nous et nous, on mourait et on n'avait pas un organisme qui pouvait nous venir en aide. Donc voilà, Cactus était là au tout début et tranquillement, on a pu faire notre chemin depuis les années 92. Et moi, personnellement, je commence en même temps qu'Aztec en 1998, malgré qu'en 1997, j'avais déjà commencé mon travail de sexe sur la rue, surtout à être plus en contact avec Viviane. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé de m'inscrire dans un cours en psychosocial au cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu à Brossard. Et heureusement, je peux, parce que je tenais beaucoup à aider ma population et comme j'étais aussi euh, euh, j'en faisais partie de cette population cible dans laquelle je ne pouvais pas, à l'époque, à cause de mes pépins avec la police et tout, avoir ma citoyenneté. J'ai commencé à militer en 2017 avec pour la création de l'euphorie des genres, les marches qu'on a commencé pour faire sentir et faire au gouvernement plus notre besoin. On réalise cette marche au mois d'août. Cette année, on pense la refaire aussi. On était censé faire quelque chose en novembre, mais finalement, on a fait quand même au mois d'août un rassemblement dans le Vieux-Montréal à cause de la pandémie. On avait toujours des espaces un plus réduits. Mais c'est là quand je commence à travailler en compagnie, à chercher à m'intégrer plus. Et j'ai eu la chance d'avoir été engagé à STEC. Je suis dans le mieux que j'ai trouvé dans ma vie à faire, c'est aider mon monde. Donc, on suit beaucoup d'ateliers vis-à-vis la réduction des méfaits dans des secteurs festifs également, puisque nous, on est quand même présent dans la société de plus en plus. Donc, pour les personnes utilisateurs de drogues par injection, Cactus a le centre d'injection situé sur la rue Berger depuis quelques années. Également, Spec des rues a ouvert aussi ses portes pour les gens pour qu'ils soient plus mieux accompagnés et mieux encadrés. Donc, ça, c'est les nouveautés qu'on a eues après les années 2010.
pour la réduction des méfaits. Et nous, pour la réduction des méfaits également, on fait la distribution des seringues et injections pour les hormones aux personnes de la communauté. Et voilà, je crois, je ne sais pas si ça permet à faire un survol de notre service et de nos ressources vis-à-vis l'histoire des personnes trans au Québec, à Montréal spécifiquement, dans les années 90, où on tenait à accompagner les personnes puisque la trithérapie n'était pas encore mise sur place. Donc, il y a eu beaucoup d'enjeux d'urgence pour venir en aide à notre monde. Et voilà, Et je tiens à remercier merci Anaïs, c'est un très beau survol. Puis merci pour ton témoignage et pour tout le travail que tu fais pour la communauté trans. C'est vraiment très apprécié. Puis en tant que personne trans, j'apprécie vraiment beaucoup tout le travail que tu fais. Donc, merci beaucoup. On va maintenant passer à Isabelle. On t'écoute. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente Isabelle Fortier. Je porte plusieurs chapeaux. Je suis membre du conseil d'administration chez Dopamine depuis 2020. Je suis aussi formatrice et organisatrice communautaire pour le programme Profane 2.0 qui aide à former les communautés ou les gens qui travaillent dans le communautaire à réagir en cas de surdose et comment savoir administrer l'analoxone. Et je milite aussi pour l'organisme Mom Stop the Harm, qui est un organisme pan-canadien qui regroupe des familles endeuillées ou ayant un proche vivant avec une dépendance ou qui a souffert d'une dépendance. Je suis membre de Mom Stop the Harm depuis le décès de ma fille Sarah-Jeanne en mai 2019. Ma fille avait 24 ans, souffrait d'un trouble de consommation. Elle est morte d'une surdose, seule dans sa chambre de résidence à l'Université d'Ottawa. Tout de suite après son décès, j'ai décidé que je vivrais mon deuil dans l'action et je poursuis cette action-là. L'action ne diminue pas. Au contraire, les interventions augmentent. Je suis avec Mom Stop the Harm. J'ai fait 2 ans sur le conseil d'administration pour ensuite transférer pour le programme Stronger Together Canada, qui est un programme subventionné par le fédéral qui met en place des groupes animés par les pairs, pour les gens endeuillés ou pour les familles qui ont un proche ou les gens qui ont un proche qui souffre de dépendance. Donc, on a au Québec développé plus les activités à partir de septembre 2020. Je suis, pour ainsi dire, la seule au Québec qui est active et encore plus au niveau francophone. Je suis la seule liaison francophone de l'organisme. C'est difficile, c'est un des aspects dont je voulais parler aujourd'hui, la barrière de la langue. Pour un organisme comme le nôtre, d'essayer de rallier des familles qui sont complètement confortables avec l'anglais et le français, c'est difficile. Donc, présentement, mon travail, il se fait un peu comme en solo. J'ai par contre une maman qui a récemment accepté de faire la formation d'animateur de groupe de support au deuil et qui anime maintenant un groupe en virtuel 1 fois par mois et qui aussi co-anime les cafés deuil avec l'organisme de l'AQP Sud. Donc, 1 fois par mois, l'AQP Sud fait un café deuil et Mom Stop the Harm est aussi présent dans ces cafés deuil. Donc, on veut essayer de regrouper le plus de gens possible, aller chercher les gens le plus possible. Donc, la barrière de la langue, pour nous, au Québec, ça a des impacts. À ce niveau-là, entre autres pour aller chercher les parents, mais il y a aussi tout l'aspect, je crois, du stigma entourant le deuil
qui est encore peut-être un peu plus fort au Québec. Je ne sais pas s'il est plus fort ou il est différent, du moins. On voit beaucoup de parents dans l'Ouest qui sont très actifs, qui s'impliquent beaucoup, qui militent beaucoup. Peut-être parce que la crise est un peu différente dans les provinces de l'Ouest qu'ici. Je crois qu'ici au Québec, on a la perception, et c'est un autre aspect dont je voulais mentionner, nos décideurs ont l'impression que la crise, il n'y en a pas au Québec. Alors qu'on sait tous bien, ceux qui travaillent sur le terrain, que la crise, on la vit à chaque jour. Nos décideurs croient que cette crise des opioïdes n'est qu'un problème de l'Ouest canadien. Notre situation au Québec, de par les habitudes de consommation ou les patterns de consommation qui sont peut-être différents, on est plus de consommateurs de stimulants que, par exemple, la Colombie-Britannique, ça change un peu la perception que nos décideurs ont face à la crise. Et nous, les membres de Moms Stop the Harm, on appelle plus ça une crise de surdose, on appelle ça une crise de toxicité des drogues. Parce que nos enfants, nos proches meurent, non pas d'avoir trop consommé, mais d'avoir consommé des drogues illégales qui sont contaminées. Et nos proches ne savent pas ce qu'ils prennent. C'est ce qui est arrivé à ma fille. Elle est morte de contamination fentanyl et sertraline, son médicament qu'elle prenait. Donc, les deux combinés l'ont tué. Donc, la situation au Québec fait que nos décideurs considèrent qu'il n'y en a pas de crise et ça se reflète dans les subventions, ça se reflète dans l'approche qu'ils prennent aussi par rapport aux différentes façons de gérer le problème. Un autre aspect au niveau gouvernemental, c'est toute la division des responsabilités au niveau de la santé et du transfert aussi des fonds qui reviennent aux provinces. Je donne par exemple l'annonce la semaine dernière du 270 millions de dollars qui a été fait par le ministre de la Santé et la ministre de la Santé de mentale et des dépendances fédérales qui ont annoncé un transfert de 270 millions vers le Québec, mais on ne saura pas comment, en réalité, ce transfert-là va s'effectuer. C'est-à-dire que ces fonds vont aller vers le gouvernement québécois, vers le ministère de la Santé, dans le but d'améliorer les services de soins à domicile et les services en santé mentale et en dépendance. Mais comment ça va se transférer dans nos organismes, on ne le sait pas. Moi, c'est ma peur de ne pas voir l'argent versé aux bons endroits où là, on en a besoin. Le gouvernement provincial, avec sa stratégie nationale de prévention des surdoses, nous a donné un peu un avant-goût de tout ça. On a de très belles grandes lignes qui sont exposées, mais on ne sait pas comment ça va se transférer dans l'action et concrètement sur le terrain. Dans cette stratégie nationale, on ne parle aucunement d'idée de décriminalisation, qui est un des aspects pour nous en tant qu'organisme, c'est un de nos chevals de bataille. Donc, on milite pour la décriminalisation et éventuellement, ce qu'on veut, c'est la légalisation des drogues. On milite pour un accès aux substances de façon sécuritaire, qu'elles soient prescrites ou non. On milite à éduquer la population, à abattre les stigmas et aussi à favoriser l'accès à l'analoxone, en plus de vouloir favoriser aussi l'accès à toutes les avenues de traitement pour les personnes qui souffrent d'un trouble d'utilisation de substances. Que ce soit de la réduction des méfaits jusqu'à l'abstinence, toutes les options possibles doivent être disponibles aux personnes qui en font la demande et qui veulent entamer un processus de soins.
Vous savez, ailleurs au Canada, la situation est différente. Si on prend la situation de mes consoeurs de l'Alberta, qui se battent contre un gouvernement qui est conservateur et qui ferme les centres d'injection supervisée, les services de consommation supervisée, leur bataille est un peu différente que la nôtre ici au Québec. On peut se réjouir ou du moins se réconforter dans le fait qu'au Québec, nous sommes quand même de bons acteurs en réduction des méfaits. On a plusieurs organismes au Québec qui font de très belles choses. On est regardé ailleurs au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde comme étant des exemples à suivre en réduction des méfaits. Et ça, on ne doit pas le perdre. Par contre, nos organismes sont sous-financés. Et ça, c'est le problème partout ailleurs au Canada, mais ici au Québec, ça l'est de façon très marquée, je dirais. Un peu dans cette idée qu'au niveau des décideurs gouvernementaux, qui ne comprennent pas très, très bien les enjeux sur le terrain, il y a souvent des subventions qui vont être non récurrentes. Donc, on met en place des projets, on subventionne ces projets, mais un coup, une fois en place, on laisse tomber ces subventions-là où on ne réattribue pas des fonds. Donc, il y a des projets qui doivent être délaissés parce qu'il n'y a plus de fonds. Juste pour vous donner un exemple, hier, je siégeais sur un comité sur l'itinérance à Verdun et c'est encore le même discours que j'ai entendu d'un organisme qui dit, on veut mettre en place une halte chaleur pour l'hiver, mais on n'a pas d'endroit et la ville et la province ne subventionnent pas de programme. Ils ont eu l'autorisation, cet organisme-là, d'avoir une camionnette pour l'hiver, mais selon le fonds des surdoses, ils ont 6 mois de subvention. Donc, au 1er avril, il n'y a plus rien. C'est déplorable. Donc, la continuité dans les attributions des subventions fait mal à plusieurs des organismes, ou fait mal en fin de compte à tous les organismes comme nous. Je veux juste soulever un point par rapport à justement cette action communautaire qui est très présente chez les Québécois, qui fait un peu partie de notre fibre. Il y a eu un article la semaine dernière dans les journaux qui disait qu'on est plus de 70 000 travailleurs dans le milieu communautaire au Québec. Donc, 70 000 personnes qui œuvrent chaque jour à faire une différence ou à tenter de faire une différence dans la vie d'individus qui sont soit en situation de précarité, ou qui sont marginalisés ou qui sont stigmatisés. C'est beaucoup de gens, ça, 70 000 personnes qui travaillent. C'est une large partie de la population. Et le gouvernement doit reconnaître le travail de ces personnes et injecter les argents nécessaires pour supporter ces gens-là. Les statistiques donnent beaucoup de femmes qui travaillent dans le communautaire, donc qui sont moins bien payées, les gens n'ont pas accès à des fonds de pension, donc penser à une stabilité financière, ça n'existe pas. Il y a le fait aussi que c'est souvent des emplois qui sont difficiles au point de vue émotionnel, au point de vue énergie qu'on a à dépenser auprès de ces populations-là qui sont vulnérables. Donc, c'est très demandant pour ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on a un grand phénomène de porte tournante dans le milieu communautaire. C'est que les gens se fatiguent, les gens tombent malades, les gens sont épuisés, les gens sont tannés de vivre avec... toujours à gratter le fond de leur poche. Donc, on perd beaucoup de gens qui sont très investis parce qu'ils sont à bout et on n'a aucune reconnaissance au niveau gouvernemental pour finalement reconnaître le travail de ces gens-là, qui est vital pour ma part. Donc, moi, en résumé, c'est ça, le deuil de ma fille a vraiment transformé ma vie, même dans les perceptions que j'avais face à la dépendance ou même face à la légalisation ou face à la réduction des méfaits. J'ai vraiment effectué un 180 degrés
sur ma façon de voir les choses avant le décès de ma fille et maintenant que j'ai travaillé, maintenant que je suis dans le milieu, maintenant que j'ai étudié aussi, je suis allée chercher l'information, que je me suis instruite. Je suis maintenant en mesure d'essayer de tenter de rejoindre les gens qui comprennent moins bien. Donc, une de mes fonctions aussi, c'est de donner certaines conférences ou du moins de prendre la parole dans différents milieux. On a fait un travail dernièrement avec l'INSPQ pour faire une série de vidéos, entre autres, pour la formation qui va être destinée à tous les employés du milieu de la santé sur la stigmatisation entourant la consommation de drogue. Ça, c'est un des aspects de mon travail, c'est d'essayer de travailler sur des projets comme ça pour abattre la stigmatisation. On m'a demandé d'aller prendre la parole au CIUS de l'Est de l'île au mois de février. Il y a une école à Trois-Rivières qui m'invite à la fin de l'année scolaire pour parler à leurs étudiants finissant secondaire 5. Et le service de police local de Verdun m'a invité à venir présenter quelque chose après les fêtes. Tout ça, bien, ça permet justement de faire connaître un peu ce que j'ai vécu, mais d'aller toucher la fibre sensible des gens. Je dis souvent que la voix des parents endeuillés est très puissante. Et il faut savoir bien l'utiliser afin de faire passer nos messages, mais aussi afin de changer les perceptions des gens. Donc, moi, c'est devenu un peu ma mission de vie. Et c'est, dans le fond, ce qui m'anime et ce qui me permet aussi de mieux vivre mon deuil face à la perte de Sarah-Jeanne. Je comprends un peu mieux. Et ce que je fais, j'ai l'impression d'au moins lui rendre justice. Et c'est une façon pour moi de l'honorer de façon constante, jour après jour. Donc, elle est toujours sur mon épaule droite à m'aider, dans le fond, à poursuivre ma lutte. Mais je suis bien contente de la mener, même si c'est un événement très triste qui m'a amenée là. J'en demeure pas moins. Je me sens privilégiée d'être où je suis présentement, justement parce que j'ai un bon système de support autour de moi qui me permet de faire ces démarches-là. Ben, ça me permet justement d'apprécier ce que j'ai, puis avec les autres. Donc, Frankie, je pense que j'ai fait à peu près 15 minutes. C'était ce que tu nous avais donné. Donc, oui, je passe la parole. Il restait 40 secondes, alors. Ah, mon Dieu, pile poil, c'est bon. Merci beaucoup, Isabelle. C'était super intéressant et très touchant. On t'écoute maintenant, Simon. Bon, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Isabelle. C'est vraiment un honneur de militer à tes côtés. Je suis vraiment. Puis merci d'avoir mis la table aussi, d'avoir amené des nuances qui sont essentielles par rapport au concept de crise, là, des surdoses opioïdes versus contamination. Moi, c'est un point de vue qui est majeur pour moi. Ton témoignage en tant que parent me touche énormément aussi. Puis ça me donne le goût de retourner voir mon père qui a fait comme toi. Ma mère est décédée, elle avait fait le tournant aussi à 180, un peu comme toi. Elle est partie d'une défenseur de la prohibition totale à défenseur des positions pour lesquelles aujourd'hui, moi aussi, là, je suis avec toi et avec la gang pour défendre. Là. Fait que je vais demander si ça ne tenterait pas là, de temps en temps de prendre la parole en tant que parent. Francophone de plus, ce ne serait pas pire. Bon, OK. Merci aussi, Frankie, d'avoir aussi mis la table. Je voulais aussi dire que j'adhère aussi, bien sûr, pour la commémoration sur la reconnaissance territoriale, là, à laquelle moi, je m'associe totalement aussi. Merci pour ça. Merci aussi à Stimulus, en fait, là, puis comment dire, le CDPC d'avoir permis cette rencontre-là aujourd'hui. Moi, je vais continuer un petit peu là, dans l'ordre d'idée de ce qu'Isabelle a parlé. C'est sûr qu'on ne se cachera pas qu'actuellement, on sait que la possession, l'usage des substances psychoactives illégales, les comportements qui y sont associés sont encore abordés sous l'angle du droit criminel et de la sécurité publique, plutôt que sous l'angle de la santé publique.
Et puis, même si de plus en plus de professionnels de la santé s'affilient aux organismes de défense de droits, aux utilisateurs, aux personnes utilisatrices qui se reconnaissent comme utilisateurs ou ex-utilisateurs, on sent quand même que cette teinte-là est encore présente. Je pense à un dernier webinaire où, entre autres, on avait parlé avec Dr Goyer, où Dr Goyer, en préparatif, nous demandait de chercher dans nos argumentaires à rassurer les prescripteurs parce que les prescripteurs sont craintifs. Et puis, bon, ça, c'est dans la mesure où on considère que pas vers une légalisation ou en tout cas vers la réduction des méfaits par l'approvisionnement en sources sûres passe par la médecine et la pharmacie, la pharmacologie. Aussi, donc ça, c'est sûr que moi, j'ai longtemps été un défenseur pur et dur, de passer par le modèle médical. Je crois encore que le modèle médical peut encore faire quelque chose d'hyper pertinent, surtout dans la mesure où on sait que les lois ne changeront pas du jour au lendemain. Et puis, mais par contre, je me rappelle avoir lancé une suggestion à quelques amis, parce que moi, je travaille aussi, bon, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Simon, et puis, bon, je travaille à la clinique SAPSA, et puis aussi, je donne du temps à l'Interzone, qui est le service de consommation supervisée à Québec, qui est ouvert depuis bientôt 2 ans. Et puis, c'est sûr que moi, bon, j'ai mon côté militant, mon côté de défense de droit, mais je travaille aussi intimement avec justement des personnes qui sont appelées à prescrire, notamment du Safe Supply, mais actuellement ici à Québec, je ne sais pas ce qui se passe à Montréal, mais actuellement à Québec, la plupart du Safe Supply, c'est au niveau des opioïdes. C'est sûr que moi, je suis un grand militant pour élargir ça. Je sais qu'une des grandes limites que je trouve qui existent actuellement dans la mise en place de l'approvisionnement sécuritaire, c'est l'absence de lignes directrices, ou à tout le moins, il y a d'une part la question des lignes directrices au niveau de la communauté des médecins, des prescripteurs, mais aussi, je dirais, le fait que chaque prescripteur est un petit peu indépendant l'un de l'autre, hein, c'est-à-dire que professionnellement, de la manière dont c'est conçu, ce n'est pas nécessairement mauvais, là, mais ça fait en sorte que les personnes peuvent être traitées vraiment différemment selon qu'ils ont un prescripteur plutôt qu'un autre. Et puis aussi le pouvoir que ça donne entre les mains de la personne qui prescrit. Moi, je sais qu'actuellement, d'ailleurs, j'ai un cas concret actuellement où j'ai vraiment envie d'aider un individu à défendre ses droits. La personne se sent lésée. J'ai étudié son dossier. Je vois que dans son dossier, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que je suis d'accord avec lui, il a été lésé, mais il y a aussi toute la question des comportements, des fois que les personnes utilisatrices peuvent avoir au niveau ne serait-ce qu'au niveau de l'anxiété, quand les personnes vivent de l'anxiété pendant plusieurs années, des fois, ça peut arriver effectivement qu'il va péter un plomb dans le bureau de son médecin, puis des fois, les paroles peuvent dépasser leurs paroles peuvent dépasser leurs pensées. Et puis, des fois, je me demande si je suis en train de défendre l'inacceptable, mais à chaque fois, je me ramène, je dis, Caroline, la personne est souffrante. Des fois, j'essaie de me dire, parce que souvent, quand je fais la défense de droit, j'essaie aussi de faire la promotion des devoirs, la responsabilité des personnes utilisatrices, c'est-à-dire que oui, on a le droit par exemple, de consommer, ça c'est une chose. On a peut-être aussi le devoir d'essayer de consommer le mieux possible, de réduire les méfaits du mieux possible. Mais en même temps, il y a plein de... Tu sais, c'est pas tout blanc, tout noir. Moi, des fois, quand je dis... des fois, je me surprends à dire qu'on a le droit de se shooter, mais on a le devoir de prendre le tampon d'alcool avant de s'injecter. Mais après ça, je me rappelle, ouais, mais tabarouette, si tu te shootes derrière un buisson ou un container, ça se peut bien que le tampon d'alcool, tu le bypasses, là, parce que tu es pressé, tu es stressé de te faire prendre, tout ça. Donc, il y a toujours un exemple qui son contraire qui vient rendre compliqué un peu notre dossier, mais il reste que pareil, à partir du moment où on regarde la question sous l'angle de la santé publique, les choses deviennent logiques, les choses deviennent limpides. Et puis, donc, c'est ça, moi, j'essaie d'aller toujours de l'avant dans ce sens-là. Et puis, donc, c'est sûr que aussi, du fait que je côtoie entre autres ici à SAPSA, j'ai une collègue qui fait la prescription en TAO, TUO, TAO, et puis
souvent, elle me dit l'inquiétude qu'elle a, elle, de prescrire. Elle est inquiète, puis au début, je ne comprenais pas, mais avec le temps, j'ai compris son inquiétude. La responsabilité qu'elle a en tant que prescriptrice, c'est elle, c'est son nom, c'est elle qui signe, c'est sa responsabilité professionnelle. Et puis, j'ai commencé à être un peu plus conciliant envers elle, envers les prescripteurs. Je ne veux pas non plus abandonner mon combat, je ne veux pas baisser les bras. Je pense qu'il reste que j'ai encore beaucoup d'argumentation à faire. Mais par contre, je suis sensible à leurs inquiétudes. Et puis, par contre, je leur ai demandé une chose. Je dis, OK, d'accord, supposons que le modèle ne passe pas par le modèle médical. Supposons que l'accès aux substances de qualité contrôlées ne passe pas par le modèle médical. J'espère à tout le moins qu'ils et qu'elles vont être là pour défendre, par exemple, au moment où, par exemple, on déciderait de se fédérer, de créer une coopérative d'achat de stupéfiants ou un compassion club, par exemple. Je souhaiterais définitivement que ces professionnels-là soient derrière nous si, par exemple, on devait se retrouver devant la cour, par exemple, étant donné que les lois, elles, n'ont pas changé encore. Moi, je demeure convaincu qu'on a le droit aux substances. Moi, je pense toujours au modèle conceptuel. Je ne sais pas si... Je pense que c'est un modèle... Je me rappelle qu'au début, quand j'utilisais ce modèle-là, il n'était pas très, très diffusé, mais là, de plus en plus, je le vois là, dans d'autres documents que je consulte. Pour ceux qui ne savent pas, là, je pense au modèle, en fait, c'est le graphique qui parle des relations entre les politiques publiques en matière de drogue et puis les méfaits pour l'utilisateur et pour la société, où on voit, en fait, c'est une courbe en U, où on voit à chaque extrême, donc d'un côté, on aurait la prohibition pure et dure, et de l'autre côté, une libéralisation là, sans contrôle, là, purement libérale, où il n'y aurait pas de règles, tout serait accessible sans contrôle, sans contrôle, c'est-à-dire sans loi pour contrôler l'accès. Et puis, au milieu, on aurait la légalisation avec un contrôle, là, un peu comme on peut voir actuellement, par exemple, avec le cannabis, où les méfaits seraient vraiment là, au minimum. Donc, pour ceux et celles là, qui seraient intéressés là, à voir ce graphique-là, qui ne le connaissent pas, on pourra trouver un moyen certainement là, de le diffuser. Sinon, il est disponible là, dans les documents, là, entre autres, là, de l'INSPQ, et puis aussi dans un document là, sur le Compassion Club là, qui est disponible là, c'est dans l'Ouest canadien. Je me rappelle que quand on s'est préparé pour ce webinaire-là, j'avais plein de choses à dire. Je m'étais pris plein de petites notes. J'ai peur de tirer à gauche, j'ai peur de me répéter aussi. Donc, je dirais que pour tout de suite, je pourrais passer la POC. Et puis, si jamais il me revient des éléments, je verrai là, avec l'organisation pour voir si je ne peux pas revenir là, prendre la parole. Mais pour l'instant, je vais y aller comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Simon. C'était super intéressant. Vraiment apprécié. On t'écoute, Étienne, quand tu es prêt. Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Étienne. Je suis membre de l'ADIC, l'Association pour la défense des droits et l'inclusion des personnes qui consomment des drogues au Québec depuis 2010, donc ça fait 12 ans. Moi, je vais vous parler un peu plus de la consommation de stimulants qu'on a ici au Québec, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et depuis quelques années, il y a une grosse augmentation de la contamination des substances en général. Ça apporte des difficultés entre autres en santé mentale, dans le sens que les stimulants, ça peut causer des psychoses toxiques, par exemple. Ça peut exacerber des problèmes en santé mentale qui sont déjà présents. Ça a aussi un autre effet que si les personnes qui, par exemple, sont suivies en santé mentale et ont une médication, plus qu'il y a de produits dans la substance consommée, plus qu'il y a aussi des risques d'interaction qui peuvent mener jusqu'au décès dans certains cas. Puis aussi, c'est comme au niveau des
psychoses toxiques qui arrivent de plus en plus fréquemment. J'ai beaucoup d'exemples dans mon entourage de personnes qui consomment et dès qu'ils consomment, se retrouvent en psychose. Et ces personnes-là ont des comportements qui peuvent faire en sorte qu'ils peuvent perdre leur emploi, ils peuvent perdre leur logement si, comme exemple, quelqu'un est persuadé que son voisin d'à côté lui veut du mal, par exemple, ou mettre le feu par accident, ça peut arriver aussi. Et puis, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est qu'il y a peu de ressources quand ces situations-là arrivent. Souvent, c'est la police qui est appelée. Quand la police est appelée, il y a un grand risque de judiciarisation, par exemple. Quand la police rentre et qu'ils voient que la personne a consommé, qu'il y a des substances, la personne peut se retrouver avec une charge de possession, par exemple. Ou encore quelqu'un qui justement pense que son voisin lui veut du mal, peut attaquer son voisin, se retrouver devant la cour, se retrouver à éventuellement perdre son logement. Puis on est dans un contexte de crise du logement où les logements abordables sont vraiment rares à trouver. Puis même les logements moins abordables maintenant sont difficiles à trouver. Le taux d'inoccupation à Montréal est comme pas très élevé en ce moment, je dirais même très bas plutôt. Et puis c'est ça. Donc, les gens ne savent vraiment pas ce qu'ils consomment. Il y a eu des tests effectués comme récemment, entre autres, on a reçu un avis comme quoi qu'il y aurait du fentanyl dans du crack, par exemple, ou encore des tests qui ont été faits, où est-ce que pour du speed, je crois, il y a comme une quinzaine de substances dedans, dont entre autres des sels de bain et un hallucinogène. Donc, les deux mis ensemble, la personne explose, la personne ne sait plus ce qui y arrive. Fait que c'est ça. Quand on parle d'approvisionnement sécuritaire, il faut penser aussi aux stimulants. À Montréal, on peut quand même avoir accès au niveau des opioïdes. Il y a des prescriptions qui sont ouvertes à ça. Mais au niveau des stimulants, corrigez-moi, mais j'en ai pas d'exemple en ce moment. Donc, ça fait que, il y a aussi le système de santé qui n'est pas adapté aux personnes qui vont faire des psychoses toxiques. Par exemple, la personne elle va se faire amener à l'hôpital parce qu'elle ne va pas bien. Le lendemain, elle se sent bien, elle signe un refus de traitement, elle sort, elle retourne consommer, puis ça recommence. Il y a les intervenants aussi qui souvent ne sont pas équipés pour réagir, pour intervenir dans des situations comme ça. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où se tourner pour avoir de l'aide. Et ils se retrouvent à devoir faire une demande pour un P38 et ça ne fait pas plaisir de devoir faire ça en règle générale. On ne devrait pas être obligé de demander à ce qu'une personne soit hospitalisée de force. On ne devrait pas avoir à le faire. Mais c'est ça. Puis pour tout ce qui est aide en santé mentale en général, c'est déjà pas très... ça peut aller dans le public jusqu'à 6 mois, 1 an d'attente, juste pour voir un travailleur social. Puis la personne que tu vas rencontrer, tu ne choisis pas. Donc, si la personne ne connaît pas ce que c'est que la consommation de stimulants et les psychoses toxiques,
ben, l'aide, elle n'arrivera pas, malheureusement. L'aide, elle ne sera pas adaptée aux besoins de la personne. Excusez, je suis en train de réfléchir, j'ai comme l'impression que j'ai tout dit très rapidement. Fait que c'est ça. Ah oui, c'est vrai, je voulais aussi parler, Isabelle en a parlé un petit peu, au niveau des projets. Souvent, on a ça dans le communautaire, un projet qui va durer 6 mois, comme si on pouvait facilement arriver à régler la situation en 6 mois. Puis après 6 mois, ben, il n'y a plus de financement. Donc, on ne peut pas continuer le projet. Si on veut avoir d'autres financements, il faut créer un projet différent, qui n'est pas toujours évident quand c'est la même thématique. J'ai eu l'expérience de ça il y a quelques années. Fait que, toujours en train de courir après le financement, ça l'amène que des fois, c'est difficile de pouvoir avoir une vision positive de ce qu'on peut faire. Ça peut amener à un burn-out, ça peut amener à différentes choses. Et puis, il y a... ouais, c'est ça. Et aussi, tu sais, à l'époque, quand je me suis impliquée à la DIC, on a réussi à entrer dans différentes conversations, à se faire écouter. Les gens nous invitaient pour parler de ce qu'on vivait, de ce qui était la consommation, etc. Sauf que je remarque qu'avec les années, je n'ai pas l'impression qu'on a toujours été entendu. J'ai l'impression, 12 ans plus tard, dans certains domaines qui touchent la réduction des méfaits, qu'il n'y a rien qui a changé. Et ça peut amener, moi, entre autres, à un moment donné, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? J'ai arrêté pendant quelques années. J'ai recommencé il y a 3 ans environ à me réimpliquer parce que là, j'ai fait comme, bon, OK, on a maintenant les services d'injection supervisés. Il y a au moins ça de positif, fait que ça m'a comme un peu aidé à me réimpliquer, en fait, depuis 2017. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, ben, en tout cas, je suis une personne qui a consommé beaucoup de stimulants, qui par la suite a découvert les opioïdes. Fait que je connais bien les deux côtés des deux consommations. Et c'est vraiment très différent. Puis je ne parle pas juste comme effet, je parle comme comment aussi on peut être pris au sérieux ou quand il est, en tout cas, était beaucoup plus avoir un suivi pour ma dépendance aux opioïdes qu'à l'époque d'être pris au sérieux pour ma dépendance aux stimulants. Un stimulant. Donc, c'est ça. Puis, à l'époque, j'avais commencé déjà à consommer des opioïdes, excusez, depuis quelques années. Et j'ai vraiment vu comme le clash de tous les services qui pouvaient m'être proposés pour ma dépendance aux opioïdes versus qu'est-ce que j'avais quand j'ai voulu arrêter les stimulants. Puis finalement, c'est des amis qui m'avaient aidé à supporter là-dedans. Fait que c'est ça. Donc, d'avoir plus d'aide au niveau financier, mais aussi plus de ressources en santé mentale, selon moi, c'est vraiment nécessaire
pour réussir à éviter que justement des gens qui consomment des stimulants se retrouvent en psychose, se retrouvent finalement à la rue ou en prison. Parce que j'ai plusieurs exemples autour de moi, un en particulier il s'est fait arrêter 3 fois alors qu'il était en psychose. Et à toutes les fois, il a fallu vraiment insister sur le fait que il n'était pas conscient de ce qui se passait. Pour lui, c'était tout à fait réel ce qui se passait et qu'en aucun cas, il a voulu faire de mal. Fait que c'est un peu ça, là. Je pense que là, j'ai fait un peu pas mal le tour. Et si jamais j'ai oublié quelque chose, vous me le direz. C'est super, merci Étienne. On va maintenant prendre quelques minutes pour remplir un petit questionnaire, s'il vous plaît. Ensuite, Simon, si tu as d'autres infos à rajouter, la parole est à toi. OK, donc maintenant, pendant que le monde répond aussi un peu en même temps au questionnaire. Ben oui, en fait, c'est ça, c'est que moi, je voulais parler justement là, de tout ce qui se fait un peu déjà, là, puis il faut quand même féliciter, service d'injection supervisé, le drug testing, je sais que c'est beaucoup présent à Montréal. À Québec, il y a eu un programme là, qui va se développer, là, puis qui devrait être en fonction là, à partir du printemps prochain. Donc, avec le maximum d'outils. Je sais qu'on est peut-être supposé commencer avec un spectromètre pour commencer, puis éventuellement toute la colorimétrie pour revenir. Ensuite de ça, c'est ça. Moi, je parlais aussi là, du désir de se fédérer, puis de dire OK, on le fait. On part une petite coopérative. Moi, c'est quelque chose qui me fait bien, bien gros rêver. Donc, un peu à l'image de Dolph, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est de Dolph à Vancouver, là, DULF. Je sais qu'il y avait à l'époque des contacts. C'est sûr qu'encore là, il n'y a rien de parfait. On est encore dans un contexte où, au niveau mondial, on est dans un modèle prohibitif, ce qui fait en sorte que même si on réussit à créer un réseau de distribution de stupéfiants, limité par la qualité de notre approvisionnement. Donc, ce serait tout le défi de trouver un approvisionnement la plus safe possible, la plus grande qualité possible. Encore là, on serait quand même tributaire de tous les outils de drug testing parce qu'on n'aurait pas l'assurance qualité. Ce n'est pas comme justement passer par le modèle médical où on sait que, puis avec la filière pharmaceutique où on sait, par exemple, que la substance a été produite dans un laboratoire ISO 9000, je ne sais pas quoi, là, où on sait que toute la substance, l'innocuité de la substance est garantie, le dosage est garanti. Et puis, bon, justement, je sais qu'à Montréal, ils sont un peu plus avancés qu'à Québec. Puis c'est encore là, c'est ça qui est tannant, c'est au niveau de l'évolution des mentalités, c'est pas égal partout. À Montréal, ils commencent à avoir la prescription des opioïdes injectables. À Québec, on n'est même pas encore en train de penser à ça. Je dis ça, c'est pas vrai. Ils commencent à y penser, mais juste pour vous dire que c'est pas demain matin qu'il va y avoir des opioïdes injectables de prescrits. Parce que déjà, oui, même si on dit OK, on va prescrire des dilodides, puis c'est tout le temps ça un peu, moi, c'est un peu aussi l'hypocrisie des fois que je vais dénoncer ou espèce de réflexion faite à moitié. Où justement, bon, on va dire OK, on va prescrire des dilodides, on ne prescrira pas l'hydromorphone, générique, parce qu'on sait que le dilodide original se dissout complètement. Le générique va laisser un wash, en tout cas un dépôt dans la cuillère. Fait que là, on sait, on va prescrire la molécule qui est soluble parce qu'on sait que la personne va s'injecter, mais on ne veut pas prescrire l'injectable, la forme injectable. Mais dans le fond, on fait manipuler la substance. En fait, du fait que la personne doit la diluer pour se l'injecter, c'est une manipulation supplémentaire qui amène un risque supplémentaire. Des fois, je trouve que les réflexions se font à moitié. Par peur, par crainte de choquer, je ne sais pas. Des fois,
il va falloir que je continue à jaser avec mes amis, collègues qui sont du côté médical pour voir un peu c'est quoi leur motivation derrière le fait de ne pas faire le pas au complet. Au-delà des craintes, au-delà des inquiétudes, des fois, il me semble que justement, il ne faut pas laisser les inquiétudes prendre le dessus sur le rationnel, ou en tout cas, surtout pas dans ces questions-là où la vie des gens est en jeu. Fait que c'est un peu ça que je voulais rajouter. Et puis, je remercie aussi Étienne, justement, là, qui a parlé de l'ADIC, qui est, j'ai vu dans les questions-réponses Q&A, un endroit où on peut être entendu, se regrouper, qui est plus en réduction des méfaits de type ENA. L'ADIC était certainement un endroit où aller. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement partout en région. Je ne sais pas où c'est à l'extérieur du Québec, qu'est-ce qu'il y a comme organisation. Mais oui, l'ADIC, c'est un bel endroit pour se regrouper et partager des idées. C'est à peu près là, ce que je rajouterais sans trop prendre de temps non plus. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on va maintenant passer aux questions-réponses. Donc, j'invite tout le monde à poser leurs questions là, à nos panélistes. Frankie, si vous me permettez, j'aimerais rajouter, vu que moi aussi j'avais préparé Oui, des bien notes sûr. de papier, est-ce que je pouvais dire un petit quelque chose? On t'écoute, Anaïs. Oui, par rapport à ce qu'on appelle, qui est une nouveauté aussi chez Cactus, mis à part la supervision, les sites d'injection supervisée, on vient d'ouvrir la rubrique Checkpoint, qu'on appelle justement pour tester les drogues. C'est tout nouveau, on a engagé, il existe maintenant un autre projet qui s'appelle comme ça. Pardon. Donc, voilà. Sinon, je tenais à me diriger vers les publics qui nous regardent, qui nous écoutent, pour vous inviter, si jamais vous avez plus de questions. J'imagine que Stimulus va vous donner mon courriel électronique et je vous mettrai, si ce n'est pas moi, en contact avec l'un de mes collègues pour bien vous saisir avec votre besoin. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup encore pour cette prestation. Merci, Anaïs. Puis, je t'invite à mettre ton courriel et tes informations dans le chat pour les gens qui pourraient être intéressés. Je vais mettre un petit peu de vie. Qu'on venait de souligner justement sur les services en drug testing. Là, il faut quand même prendre conscience que le Québec, c'est une grande province et qu'on a une concentration des ressources et surtout dans les grands centres urbains, dont Montréal et Québec. Quelques petites initiatives ici et là en région, mais les gens qui meurent de surdose meurent encore seuls en banlieue dans une maison privée. Et qu'est-ce qui est la plus grosse barrière à ça, c'est la stigmatisation. Et encore là, je pense que nos décideurs ne mettent pas assez l'accès sur l'éducation des gens afin d'abattre cette stigmatisation-là. Parce qu'en bout de ligne, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ça ramène à ça. C'est une stigmatisation des gens qui consomment, c'est une stigmatisation au niveau de la santé mentale, des problèmes reliés à la santé mentale, et une stigmatisation au niveau des personnes qui sont marginalisées, une stigmatisation du service des soins de santé par rapport aux utilisateurs.
une stigmatisation des gens par rapport, de la population en général par rapport à un site qui peut peut-être s'installer dans leur quartier ou des différents services qui vont aider une population X, mais avec tout le phénomène « not in my backyard » qui vient avec. Donc, la stigmatisation, au-delà de la toxicité des drogues, je dis encore que c'est ce qui a tué ma fille. Parce que si elle ne s'était pas sentie stigmatisée, elle ne se serait pas isolée pour consommer et elle n'en serait pas morte. Elle aurait pu sortir, en parler avec quelqu'un, savoir qu'on la supportait et pouvoir aussi aller vers les services qui étaient disponibles pour elle dans le petit réseau là, où elle était, je veux dire, l'endroit où elle est décédée, il y avait 3 organismes proches. Mais pourquoi elle n'est pas allée vers là, c'est qu'elle ne voulait pas se sentir jugée et elle ne voulait pas que les autres le sachent. Donc, sa consommation, elle l'a même cachée à son copain. Ils consommaient, eux, tous deux, des stimulants de façon récréative, mais la consommation d'ilodide et éventuellement ce qui l'a tué, elle n'en a parlé à personne. Donc, quand c'est arrivé, ça a été vraiment un choc pour tout le monde parce qu'elle s'est isolée pour consommer, puis elle ne voulait pas qu'on le sache. Donc, la stigmatisation, si on avait un gros cheval de bataille, ça serait probablement de passer par là, d'abattre cette stigmatisation-là et de parler ouvertement des problèmes de consommation et de la toxicité des drogues et de la difficulté de l'accès aux soins, de la difficulté de l'accès au support en dehors des grandes régions. Bref, je pense que c'est le point central qui nous anime tous, la stigmatisation. Et quand on a, par exemple, Anaïs, Frankie, quand on a des éléments qui viennent se rajouter, où là, on est une personne trans, une personne qui vit avec le VIH, une personne qui vit dans la rue, une personne de couleur, une personne qui est immigrante. On augmente justement les stigmas, fait qu'on se bat comme c'est David contre Goliath. Bref, moi, dans mon combat, de travailler sur cette stigmatisation et d'amener un visage humain à la consommation et un visage vraiment comme plus personnel, ça fait partie de ma mission. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je pense que le stigma est encore ce qui nous met les bâtons dans les roues. Oui, merci Isabelle, c'est une parenthèse super pertinente. On a une question que vous pouvez lire dans le chat pour vous aider à la comprendre, mais quelqu'un a perdu son fils à cause du fentanyl dans sa méthamphétamine. Et ça me fait penser un peu à ce que tu parlais, Étienne. La personne dit l'approvisionnement stimulant plus sûr n'est pas disponible en raison du manque de prestataires qui prescrivent de la dexatrine dans nos communautés. La liste d'attente compte 500 personnes, donc nos enfants qui consomment de la cocaïne ou de la méthamphétamine et qui veulent des produits plus sûrs se font refuser. Que pensez-vous de la façon dont les collèges des médecins et chirurgiens qui surveillent et contrôlent les docteurs autour des opioïdes et du manque de protocole pour les stimulants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prononcer là-dessus? Oui, Isabelle? Bien, encore là, ça revient à un manque d'éducation même au sein même des écoles de médecine qui forment les médecins. Je pense que Marie-Ève Goyer le disait, hein, les nouveaux médecins peuvent sortir de leur programme et n'avoir eu aucun contact avec la dépendance. Donc, le problème vient de là, c'est que les prescripteurs sortent des écoles, les médecins sortent des écoles et ils n'ont pas une bonne connaissance de la problématique. Et ça doit changer, ça même au sein des universités qui font les programmes en médecine pour intégrer ça. Et par la suite, on va commencer à avoir un changement
dans la perception face à la dépendance, dans la perception dont les médecins vont traiter les gens et dans l'ouverture d'esprit vers d'autres substances et non pas juste ce qui est opioïde, dont Michel mentionnait, Michel mentionnait là, par rapport à son fils. Donc, vas-y, Simon. Oui, puis continuer un peu dans le même ordre d'idée. En fait, dans les lignes directrices, là, au niveau de la prescription sécuritaire, il y a des éléments au niveau de la prescription des stimulants, au niveau, entre autres, de l'adéral, des suggestions au niveau de l'adéral, méthylphénidate, puis Vivance. Mais par contre, c'est sûr que si je regarde aussi de mémoire, quand je repense au dosage qu'ils proposaient, c'était pas je ne sais pas si ça aurait satisfait quelqu'un qui est un grand usager. Moi, j'ai des références de personnes qui consommaient. En fait, je regardais les quantités maximum par jour qu'un médecin pouvait prescrire en safe supply pour les psychostimulants. Je regardais des gens que je connais qui, juste pour être fonctionnels, même pas pour être buzzés, juste pour être fonctionnels, ils étaient déjà dans la double dose de ce qui était suggéré. Fait qu'il y aurait des adaptations à faire à ce côté-là. Et puis, effectivement, l'autre idée, je l'ai perdue. Super, ça revient là. Ça va aller mieux si j'arrête de me mute en chaque personne. Il y a Cynthia qui disait, Simon, tu parlais des inquiétudes des prescripteurs. Quelles sont ces inquiétudes? Essentiellement, puis ça me ramène à ma question, à ce que j'avais oublié. Les inquiétudes principales, c'est de tuer leur patient. C'est qu'il arrive un accident et puis que le patient décède à cause de la prescription. Ça, c'est la principale inquiétude. Et puis, c'est dans cette ordre d'idée-là aussi que Dr. Goyer nous avait demandé lors d'un autre webinaire là, de trouver, là, puis là, je pense j'oublie le nom, c'est une personne que je respecte beaucoup à la CUSUD, qui est Jérôme, qui est un militant de longue date aussi, et puis qui nous demandait un peu, c'est ça, là, de rassurer là, les prescripteurs, c'est ça, c'est que c'est vrai, quand les étudiants sortent en médecine, puis ça revient à ce qu'Isabelle disait aussi, si les médecins n'ont jamais été durant leur formation, ils ne se sont jamais fait présenter des situations, ils vont arriver, la personne va arriver devant eux, va dire moi je consomme telle substance et puis telle quantité, puis là, eux autres, dans leur livre, ça tue le patient. Ils n'ont aucune référence. Puis ça me rappelle la semaine dernière, c'est aussi, on a perdu un de nos membres, un de nos militants aussi qui est décédé la semaine dernière ici à Québec, jeudi dernier, et puis il était en soins palliatifs. Puis heureusement, à un moment donné, l'équipe médicale a eu confiance envers la conjointe de la personne qui disait non, vous pouvez lui donner tel dosage de fentanyl, vous n'avez même pas besoin d'avoir peur de le tuer, ça va le rendre juste tout simplement confortable. Puis bon, ils ont osé, puis ça, c'est quand même, il faut saluer ce geste-là, mais c'est vrai qu'en soins palliatifs, on dirait que rendu là, les inquiétudes disparaissent. Mais bon, c'est ça. Puis ça me ramène aussi au dernier sommet des dépendances de l'AIDQ. J'avais été sélectionné pour donner une conférence, puis je voulais aborder la question de la réflexion éthique. En quoi, par exemple, prescrire des substances, la substance de choix à un individu pour être défendable d'un point de vue éthique si on pense à leur serment d'Hippocrate, si on pense au fait qu'ils ne veulent pas être des pushers. Puis j'avais pris en comparatif toute la réflexion qui avait mené Morgan Taylor à aller de l'avant avec l'avortement, par exemple, et toutes les réflexions éthiques qui avaient mené les médecins à accepter l'aide médicale à mourir. À l'époque, je me rappelle, les médecins disaient, je me rappelle, j'étais jeune, mais dans ce que j'ai lu, ils avaient peur d'être des tueurs. Ils ne voulaient pas tuer l'humain et ça allait à l'encontre de leur serment d'Hippocrate, etc. Mais bon,
Ils ont fait le pour et le contre dans la réduction des méfaits. Ils ont regardé les risques de ne pas le faire versus les risques de le faire, puis ils se sont aperçus que c'était mieux de le faire. Bien, c'est la même chose, en fait, puis c'est ça que j'essaie tranquillement de faire dans mon entourage. C'est même si je comprends les inquiétudes des prescripteurs, bien, c'est de faire en sorte qu'ils soient rassurés et puis qu'ils soient convaincus que malgré qu'ils aient l'impression de faire plus de tort que de bien, bien, c'est de les convaincre qu'au contraire, ils font plus de bien que de tort. C'est vraiment dans l'équilibre, dans le dosage, que je fais plus de bien que de tort. C'est vraiment dans ceux qui ont des inquiétudes. Merci. On a une question de Chloé Xavier qui dit: est-ce qu'il y a de la prescription de fentanyl à Montréal? J'habite dans le territoire des nations Squamish, Musqueam, Tsleil-Waututh, connu sous le nom de Vancouver. Nous commençons à prescrire, mais c'est très difficile à accepter au Safer Supply. Et nous manquons de docteurs et infirmières qui veulent prescrire. Est-ce que vous avez ces problèmes-là au Québec? Ben, moi, je vois Isabelle qui dit oui, je vois Étienne, on est tous d'accord, oui, on a le même problème. C'est tout simple que ça. Non, On a encore de la difficulté à vouloir prescrire de l'héroïne injectable. Donc, on est encore là, malheureusement. Donc, encore moins le fentanyl. il y a Michel Miller qui demande: est-ce qu'il y a du support pour les parents ou la famille qui ont perdu des enfants ou à ceux qui utilisent actuellement ou en rehab? Ben, je peux peut-être répondre à ça. Je ne sais pas si Michel est membre de Mom Stop the Harm. C'est sûr qu'on a des groupes partout au Canada qui poussent, là, qui sont mis en place. Au Québec, c'est plus difficile parce que justement, notre programme est animé par les pères pour les pères. Donc, de recruter des parents qui sont prêts à faire ces groupes-là, c'est difficile. On a une maman, comme je disais, qui le fait, mais on cherche encore quelqu'un pour animer un groupe pour les parents ou les proches qui ont quelqu'un en consommation. Donc, on est encore à essayer de trouver des gens qui vont pouvoir faire ces groupes-là. Il y a différents services, je crois, qui sont offerts. Je pense que la meilleure façon, c'est d'accéder par Drogue, Aide et Référence qui vont aiguiller les gens un peu plus facilement. Mais par expérience, tous les gens qui entrent en contact avec moi, souvent vont me dire: on ne sait pas vers où se tourner, on a tout fait, on a essayé de voir, puis c'est difficile. Puis je crois que c'est vraiment important d'avoir du support par les pairs pour les pairs parce que il n'en demeure pas moins qu'une personne qui a perdu un proche va comprendre l'autre personne qui a perdu un proche. La personne qui a un proche qui consomme va mieux comprendre la personne qui a un proche qui consomme. Il y a beaucoup peut-être de support qui se donne à l'extérieur des gens qui n'ont pas vécu cette situation-là, mais nous, ce qui nous motive vraiment avec Mom Stop the Harm, c'est le fait qu'on est par les pairs et pour les pairs. Donc, on comprend vraiment qu'est-ce que la famille va vivre, mais c'est difficile justement de mettre en place des groupes. Il y en a plusieurs virtuels au Canada, donc peut-être que Michel pourrait consulter notre groupe, notre site web pour voir avec Healing Heart ou encore Holding Hope, qui sont les deux différents types de groupes de soutien. Healing Heart, c'est pour les parents endeuillés. Holding Hope, c'est pour les familles ou proches qui ont quelqu'un qui consomme ou qui a consommé. Donc, les deux groupes sont vraiment différents. On ne mélange pas les deux parce que c'est deux réalités qui sont vraiment différentes. Mais on développe, c'est un de nos projets en branle parce qu'on a eu une subvention au niveau fédéral et par le fait même, on est capable d'en implanter au Québec par le fait qu'on passe par l'organisation nationale, mais c'est difficile. Et ça, c'est quelque chose qui est à développer. Puis en plus, dans la stratégie nationale de prévention des surdoses, c'est un des éléments. Le support aux proches. Donc, on devra voir comment ça va se traduire en
aide financière pour mettre en place et comment ça va se faire. Encore là, nous, comme organisme, on ne pourrait pas appliquer sur ces subventions-là parce qu'on est un organisme national, on n'est pas au Québec, donc il faudrait partir de quelque chose de plus québécois, bref. Mais ça prend du temps et de l'énergie. Et quand on est très peu à travailler sur le... Merci Isabelle. On a une question anonyme qui dit, pouvez-vous commenter sur la nécessité d'être diagnostiqué avec un trouble de consommation de substances afin de pouvoir recevoir un approvisionnement sûr médicalisé? Quelles sont vos recommandations pour quelqu'un ou ce qu'on appelle les usagers récréatifs? Ça, j'ai le goût de prendre la parole. C'est vraiment ça alimente mes réflexions. Puis quand je dis là, que je suis en constante évolution dans mes réflexions, je n'ai pas tout le temps toutes les réponses, je n'ai pas tout le temps toutes les certitudes. Ça fait partie des éléments qui me font réfléchir. La différence entre quelqu'un qui a vraiment un trouble d'usage de substances, qui est au quotidien à risque, versus quelqu'un qui consomme de manière récréative. Puis, en fait, c'est là aussi que toute l'idée de mettre en place une coopérative là, prendrait peut-être plus son sens, puis peut-être pourrait aussi là, rassurer là, les médecins prescripteurs, parce que c'est vrai que dans ce sens-là, les médecins ne voudraient pas... là, c'est vrai que je comprendrais qu'ils pourraient avoir l'impression d'être des pushers un peu plus. Là, quand vient le temps là, de fournir pour quelqu'un qui veut juste avoir une substance de qualité fiable, là, puis c'est là que moi aussi, je deviens là, un grand défenseur de la légalisation. C'est là que les nuances arrivent. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui fait un usage récréatif n'aura pas nécessairement là, les troubles psychosociaux associés à la dépendance. Et puis, c'est là qu'à ce moment-là, moi, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, la prescription devient un acte médical ou en tout cas devient un acte au niveau de la santé publique quand la personne se voit bénéficier, par exemple, d'une substance prescrite parce que du fait qu'il en utilise au quotidien, bien, ça a un impact sur ses finances, sur ses activités, sur le fait que s'il est obligé de se procurer l'argent pour payer une substance qui peut devenir chère quand il consomme en grande quantité au niveau quotidien. Je vois les avantages d'avoir un programme là, un peu social pour aider la personne on pense par exemple à un utilisateur d'héroïne, s'il se la fait prescrire, il peut aller travailler, il peut être un bon parent, actif, responsable, tout ça, versus le même individu s'il est obligé. Puis moi, je donnais l'exemple à ce niveau-là. J'avais une collègue qui avait été scandalisée parce qu'elle avait appris qu'un couple avait passé la journée du samedi à courir la ville avec leur enfant en arrière dans la voiture parce qu'ils cherchaient leur dose puis ils ne réussissaient pas à la trouver. Mais je disais, puis là, elle était scandalisée, elle disait que c'était un code DPJ. Je dis, ouais, mais je réfléchis un peu. Si la personne avait eu la substance fournie prescrite, là, l'enfant, là, il aurait passé toute la journée à jouer avec ses parents au lieu de faire le tour de la ville. Fait que là, c'est pour ça, c'est deux cas de figure super intéressants. Je n'ai pas de réponse fixe là-dessus. Je suis en constante évolution. Je vois des petites nuances. Fait que je serais aussi intéressant d'entendre les autres aussi là-dessus. Oui, c'est super pertinent comme commentaire, je trouve. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait se prononcer sur cette question ou on passait à l'autre? Je suis entièrement d'accord avec toi, Simon. Ça explique un peu ce que je disais au début, à quel point même moi, dans ma propre perception, je me rends compte que de prescrire quelque chose de façon, ça va régler un paquet de problèmes, là, mais on ne voit pas encore ça comme étant, on voit juste comme le premier niveau, on ne va pas voir justement toutes les ramifications que ça peut avoir au niveau positif. Une personne qui peut avoir une prescription puis qui va l'aider à stabiliser sa vie. Je crois fortement que ma fille n'aurait probablement pas été vers l'abstinence avant un bon moment et que pour elle, une prescription ou du moins un approvisionnement sécuritaire et réglementé, surtout, là, ça n'a pas nécessairement besoin d'être médical, ça peut être réglementé simplement. Ça aurait permis de la maintenir en vie puis de la stabiliser aussi. Puis en levant le stigma, ben c'est ça. Ça aurait eu des
répercussions positives sur sa vie. J'y crois. C'est un bel exemple. On a Kira qui demande, pouvez-vous commenter la situation au Québec par rapport aux services offerts aux jeunes? Plusieurs services en réduction des méfaits sont axés vers les adultes. Il semblerait que la réduction des méfaits chez les jeunes, surtout les adolescents, demeure particulièrement stigmatisée. Je répondrai à Kira, on a de la difficulté à entrer dans les écoles pour faire de la prévention, puis juste pour leur montrer comment utiliser l'analoxone. Donc, imaginez à quel point les services, oui, on va avoir des services peut-être plus spécifiques chez des jeunes qui sont marginalisés parce qu'on les considère plus à risque, mais pour tout ce qui est le reste, on n'a même pas les directions d'école. On a un parent en Outaouais qui, lui, voulait aller faire des conférences dans les écoles, puis les directions d'école ne lui ont jamais répondu. Là, moi, je me considère chanceuse. Là, il y a une école à Trois-Rivières qui m'approche pour aller parler aux jeunes, mais mon discours va être vraiment dans on sait que vous allez consommer, on sait que vous allez voir des gens autour qui vont consommer. Comment on fait maintenant pour réduire les risques? Estelle a mentionné pourquoi réduire les risques ou réduire les méfaits, mais je pense que c'est ça, réduire les risques chez nos jeunes. Bon, comment intervenir, comment reconnaître une surdose, quoi faire, faut pas paniquer, il faut appeler les secours, il faut en parler, bref. Mais je trouve dommageable que encore aujourd'hui, c'est ça, au sein même des programmes d'éducation et de prévention, c'est encore tellement démonisé. Pourtant, nos jeunes consomment. On le sait, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Fait qu'il faut être des adultes responsables et les équiper en conséquence. Donc, moi, c'est ça, les équiper en conséquence. On fait notre job d'éducateur et de parents si on leur donne tous les outils en main et toute la connaissance aussi dont ils ont besoin. Parce que souvent des gens qui disent your drugs right now are not your parents' drugs. La situation des drogues a tellement changé que c'est plus ce que c'était. Donc, il faut quand même sensibiliser les gens par rapport à ça, que les drogues illicites présentement sont hautement toxiques parce qu'elles ne sont pas contrôlées d'une dose à l'autre. Tu ne sais pas ce que tu prends. Oui, tu peux faire tester, mais la partie que tu vas faire tester, elle va peut-être être... Je dis toujours, c'est le cookie. On le brise en deux, tu prends toutes les pépites, tu meurs, l'autre pépite, il va être correct. Donc, malheureusement, on est encore loin au niveau de l'éducation et de la prévention, mais ça va devoir changer rapidement parce que là, nos jeunes, on l'a vu, là, on a plusieurs parents qui ont perdu des jeunes. Souvent dans des conditions où le jeune a été, ou la jeune a été laissée dans une chambre parce qu'on pensait qu'elle dormait, puis dormait, ou qu'on n'a pas appelé les secours médicaux à temps. Donc, on a toutes ces situations-là qui vont être de plus en plus présentes, puis il faut faire de quoi là, assez rapidement. Isabelle, Naja? Ah, moi, j'allais juste dire, c'est sûr, je me sens interpellée par la question parce que j'ai travaillé dans des organismes jeunesse, mais je vais laisser la parole à Anaïs, puis je répondrai après. D'accord. Merci, Nadia. Quand je commence à m'impliquer dans le milieu pour donner aux suivantes, j'ai travaillé, je faisais des bénévolats plutôt pour un projet pour les jeunes. À l'époque, au début des années 2000, on avait, il existe encore, mais il a changé un peu les noms. On avait deux projets pour les jeunes de 14 à 25 ans qu'on faisait référer à la clinique d'Humain sur la rue Sherbrooke dans l'Ouest. À ce moment-là, c'est sûr que la consommation, ça a toujours existé. Moi, j'ai commencé à m'imprégner de
de connaissances vis-à-vis les besoins de la population. Donc, projet 10 était là pour combler un peu ces besoins. Projet Max, que c'était plutôt mon domaine, qu'aujourd'hui c'est fusionné avec Projet 10. Projet Max, c'était au nom d'une personne qu'on a perdu, de nom Max, à l'époque, vis-à-vis la stigmatisation qui savait nous parler de nos populations, les taux de suicides chez nous et la consommation, évidemment, chose que j'ai passé par là, mais bon, pour les jeunes, c'était quelque chose qu'on a voulu cibler également. Donc, 2 mai, la clinique 2 mai est toujours en vigilance. Il travaille toujours pour les jeunes. Projet 10, comme je disais, c'est fusionné avec Projet Max, sont toujours en service et prêtent des ressources aux jeunes qui ont entre 14 et 25 ans. Sinon, c'est ça, pour les gens qui se demandaient, pour nous, les personnes trans issues de la communauté LGBTQ, on a cet organisme qui prend soin des gens vis-à-vis de tous les enjeux de nos sociétés. Merci. Merci Anaïs. Naja, on t'écoute. Oui, merci Anaïs. Je pense que tu as dit presque tout ce que je voulais dire. Moi, je voulais juste rajouter que je veux quand même applaudir le travail de beaucoup d'organismes jeunesse à Montréal et à travers le Québec, surtout les organismes LGBT+, les organismes qui donnent du support aux jeunes qui échangent des services sexuels contre de l'argent, comme PIAM par exemple. C'est dans ce genre d'organisme pour les jeunes marginalisés. Il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de travail autour de la réduction des méfaits. Par contre, ces organismes-là ont aussi le défi de rejoindre non seulement les gens à qui ils veulent donner des ressources, mais encore plus en général les écoles. Je pense que là, c'est une grande barrière parce que c'est bien pour les jeunes qui utilisent ces services, pour les jeunes marginalisés qui sont un peu dans ces environnements-là, mais ça devient vraiment difficile. On peut s'imaginer pour des jeunes qui sont isolés, des jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur communauté, qui n'ont pas encore appris qu'il y avait ces ressources-là. Puis c'est sûr que je pense que ça doit être une priorité d'avoir ces services et surtout cette information et cette éducation accessible à la population générale et aux jeunes d'une manière non stigmatisante. Parce qu'évidemment, on voit les conséquences des campagnes qui sont basées sur la peur et les conséquences, c'est que soit ça empire, soit ça fait rien. Donc, c'est sûr que je voulais prendre ce moment pour parler un peu de la situation vite. Naja, on en a parlé brièvement, mais il y a Estelle qui disait que pensez-vous de l'appellation réduction des risques au lieu de réduction des méfaits, dans l'idée que les mots risque est moins stigmatisant que le mot méfait? Je pense que ça fait partie justement de tous les mots qu'on doit changer dans notre dialogue. On sait quand même que le gouvernement, puis certains organismes ont misé là-dessus, justement, le changement du vocabulaire utilisé afin de moins stigmatiser. Mais réduction des risques est un terme qui est très utilisé en Europe, entre autres. Nous, on a comme traduit ça par méfait, mais je suis d'accord avec Estelle du fait que le mot risque est moins stigmatisant. Donc, je serais d'accord à essayer de l'utiliser plus souvent moi-même. Non, il y a Michel Miller qui demande que pensez-vous des discussions dirigées par des jeunes ou des pères dans les écoles? Je sais que la Fondation Jean Lapointe
a quand même un programme d'éducation et de prévention où des jeunes vont être formés dans chacune des écoles, du moins, à être pères intervenants. Je crois que ça peut avoir une très bonne influence. Est-ce que c'est des consommateurs? Peut-être pas. C'est ça l'affaire. Parce que là, si on disait père aidant, consommateur dans une école secondaire, ben, on aurait bien des intervenants qui seraient comme moi, un peu. Et pourtant, c'est ça que ça prendrait. Je pense que c'est la même chose qu'on doit voir aussi peut-être dans les cégeps et les universités. Je pense que ça commence à bouger un peu là-dessus. Mais c'est surtout des décisions qui doivent être prises au niveau des institutions, des établissements. On a du chemin à faire. Je prends juste l'exemple de l'Université McGill qui, il y a plus d'un an, qui a adopté une tolérance zéro dans ses résidences. Donc, les gens qui sont résidents à l'université ne peuvent pas consommer au risque de se faire mettre dehors. Là, ben, on sait que les gens les étudiants dans le milieu ont essayé de continuer à prendre des actions, ou du moins à poser des gestes là, pour sauvegarder la vie des gens. Mais vous voyez à quel point en 2020, 2021, 2022, une université qui est reconnue de façon internationale a une tolérance zéro dans ses résidences. Moi, je trouve ça très déplorable parce que ça amène encore plus de dommages et de méfaits au lieu d'aider vraiment les gens. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Merci. On va y aller avec la dernière question de Maxime. Bonjour, merci pour les présentations. Donc, j'avais une question pour Anaïs. Quelle est la ou les priorités pour Aztec pour le temps à venir pour la réduction des méfaits pour les personnes trans et TDS trans? Par rapport à la réduction des méfaits, on a quelqu'un qui m'accompagne pour le travail de rue. C'est un de mes collègues, Logan, qui est incorporé à cette tâche depuis cette année pour mieux cibler nos populations. C'est lui qui est en charge en plus des salons de massage. Sinon, la réduction des méfaits, on essaie de toujours, moi en tout cas, avec mes contacts que j'ai eus de mon époque, j'essaie toujours de garder le contact avec mes travailleuses de sexe dans lesquelles j'ai encore une relation d'aide. Et pour les nouvelles, évidemment, aussi, c'est un peu bouche-oreille pour la répartition des matériels, soit pour l'utilisation des drogues également, les matériels au complet, puis pour la prise d'hormones, ainsi que pour le travail du sexe. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question à Maxime. Et merci Anaïs. Je vais maintenant laisser la parole à Najar. Oui, donc avant qu'on passe à la conclusion, je voulais partager les résultats du questionnaire. Dans le fond, on a des gens surtout du Québec, de l'Ontario, territoire du Nord-Ouest et Colombie-Britannique qui nous ont rejoints ici. En majorité, on a des femmes présentes dans l'audience et on a quand même un 45% anglais et un 55% français. Donc, on est pas mal moitié-moitié. On a aussi, ici, je vois 20% des personnes racisées présentes dans l'audience et la majorité des gens qui nous rejoignent aujourd'hui sont du secteur communautaire, ce qui arrive beaucoup avec nos webinaires, mais on a aussi 20% de personnes qui consomment ou qui ont consommé des substances.
Donc, je voulais juste, c'est ça, partager les résultats du sondage. Merci à tout le monde d'avoir participé au sondage. On a eu un 100% de participation à celui-ci. Ensuite de ça, si ça te va, Frankie, tu veux faire la première partie de la conclusion, puis je compléterai? Je pense que je te laisserai faire la Ouais. conclusion si ça te dérange Oui, pas. vas-y, repose ta voix, t'inquiète. Donc, premièrement, j'inviterai tout le monde qui est en arrière-plan à nous rejoindre ici. Donc, si vous êtes à l'aise d'ouvrir votre caméra, j'inviterai tout le monde qui nous a aidés avec l'interprétation, la tech et les réseaux sociaux à nous rejoindre. Donc, je voudrais dire un grand merci, premièrement, à nos panélistes, Anaïs, Étienne, Isabelle, Simon, à notre modérateur Frankie B. Un grand merci à la Coop Largo qui nous aide avec nos derniers webinaires et les prochains, espérons. Donc, merci Daniel, merci Jean. Et je voudrais remercier mes collègues Shay pour son support dans le travail en général à avoir créé la plateforme Stimulus Connect, Jen pour s'être occupée du chat, Iman pour avoir traduit toutes les questions. Et je voudrais remercier Ryan et Alessia qui se sont occupés de tout ce qui concerne les réseaux sociaux, qui ont fait le live tweet et qui se sont occupés de, ouais, c'est ça, tout ce qui a trait aux communications. Ensuite de ça, à la fin de l'événement, vous allez recevoir par courriel un questionnaire d'évaluation. Ça prend environ 3 minutes à répondre. Donc, merci en avance pour votre feedback. Aussi, autant qu'il est important d'honorer les terres sur lesquelles nous sommes, on aimerait aussi dédicacer notre travail à ceux et celles qu'on a perdus à cause de l'approvisionnement toxique en drogue, à cause des politiques gouvernementales, à cause de la guerre sur les drogues. Et j'aimerais juste redédier ce travail à tous ceux et celles qu'on a aimés et qu'on a perdus. J'aimerais tous ensemble qu'on prenne un petit moment juste pour fermer les yeux et prenne un moment de silence. Donc, allons-y. Merci tout le monde. C'est très apprécié. S'il vous plaît, j'inviterai les panélistes à rester dans l'appel pour qu'on puisse avoir un petit debrief sur ce webinaire. Puis, je remercie encore tout le monde dans le public qui ont participé. Et quand vous êtes prêts et prêtes, vous pouvez quitter le webinaire. Donc, merci encore énormément pour votre participation et vos questions.